Bonjour à tous, bienvenue dans l'Essentiel Éco, votre nouveau rendez-vous mensuel pour l'actualité économique. Alors j'ai à mes côtés Stéphane Delage du journal L'Épicentre. Bonjour Stéphane et bienvenue. Bonjour Élise, merci de m'inviter. Eh bien je vous en prie, c'est un plaisir. Alors nous allons commencer avec l'histoire. Alors l'histoire dont vous allez nous parler, Stéphane, c'est la nomination d'un nouveau président, c'est ça pour DEVOP? Effectivement, une petite révolution qui s'opère dans la gouvernance de l'Agence de développement économique de la région Centre, qui s'appelle DEVOP, vous l'avez dit, depuis sa création en 2017. C'était le président de la région lui-même, François Bonneau, qui en assurait cette présidence. Et lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue en novembre dernier, il a cédé sa place à un garçon qu'on connaît bien ici, qui s'appelle Emmanuel Vasnex, qui est le PDG de la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel dans le Loiret, une entreprise de l'agroalimentaire, transformateur de produits laitiers pour les plus grands groupes internationaux. Un industriel aux commandes du développement économique de la région, c'est un symbole fort. Ce n'est pas une rupture pour autant, puisque François Bonneau reste le président délégué. En revanche, et c'est sans doute là que les choses pourraient être orientées sensiblement différemment, Emmanuel Vasnex est un patron que l'on sait engagé pour une économie à la fois vertueuse, innovante et si possible une économie de rupture. Rassembleur pour ses valeurs, il n'a pas l'habitude de mâcher ses mots. Je suis un homme du collaboratif, dit-il volontiers. Il arrive dans une période peu compliquée, c'est vrai, entre le Covid et la guerre ukrainienne. Emmanuel Vasnex insiste sur le fait qu'il faut être efficace dans tous les domaines. À nous, dit-il, d'apporter un vrai service aux entreprises. Merci Stéphane. Nous allons passer maintenant aux chiffres. Alors, quel chiffre a attiré votre attention ce mois-ci, Stéphane? Ce chiffre, très gros chiffre, 1,750 milliard d'euros. C'est le budget primitif de la région Centre-Val de Loire pour l'année 2023. Il a été adopté le 15 décembre dernier avec 5 heures de débat. C'est dire qu'il a fallu étudier un grand nombre d'amendements, vous l'imaginez bien, dans l'hémicycle. On le comprend puisque le contexte d'inflation qui avoisine les 6% est dans l'incertitude quant à l'avenir économique mondial. François Bonneau et son vice-président en charge de l'économie, Marc Gricourt, ont défendu l'idée d'un budget qu'ils ont voulu offensif. Alors, dans les grandes lignes, ça donne quoi ? Dans les grandes lignes, ça donne ce que l'opposition appelle plutôt du saupoudrage et ce que la majorité appelle des inflexions. Pour accentuer le développement économique, par exemple, c'est la création d'un nouveau CAP. Vous savez, ces projets CAP pour accompagner l'économie, les associations et l'artisanat. Voici donc le CAP Transition énergétique. C'est d'actualité pour les entreprises. Il est doté de 3,5 millions d'euros. Et puis la création aussi de l'AREC. Retenez ce trigramme. Agence régionale énergie-climat, qui accompagnera à la fois les productions et les économies d'énergie. Puis le ferroviaire, vous le savez, qui occupe une grande part du budget de la région, généralement pour l'entretien des lignes et puis les nouvelles rames de TER. Et bien cette fois, il y a un budget de 10 millions d'euros assuré pour 4 millions par la région Centre pour la création d'un hub. L'idée étant qu'on fasse partir vers le Havre des marchandises et notamment agricoles directement sur les trains et non plus en camion. Très bien, merci Stéphane. Alors j'avais également un chiffre record à vous communiquer, c'était 118 763, je vais y arriver, visiteurs qui a attiré l'opération Noël au Pays des Châteaux en seulement un mois pour cette 6e édition qui, pour rappel, s'est déroulée donc entre le 3 décembre dernier et le 2 janvier, qui confirme donc son succès avec 10 500 visiteurs de plus que l'an passé. Les événements dans les soirées nocturnes organisées pour la première fois cette année ont attiré jusqu'à 350 à 790 personnes à Langeais. C'est une très belle opération coordonnée par l'ADT de Touraine. Écoutez, merci beaucoup Stéphane pour ce tour d'actualité. On se retrouvera dans la prochaine émission. Avec joie. Alors désormais, nous allons passer pour la suite de notre émission L'Essentiel Éco au débat avec une grande question, la crise énergétique qui évidemment est sur toutes les lèvres. Quelles solutions pour les entreprises? À tout de suite. Crise énergétique, quelles solutions pour les entreprises? C'est le débat qu'on ouvre dans cette deuxième partie de l'Essentiel Éco. Pour répondre à cette question, trois invités avec moi sur ce plateau. Jessica Descou, vous êtes dirigeante de la carrosserie Esthétique Auto à Tours. Bonjour. Bonjour Élise.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Marc Reynaud-Delage, vous êtes courtier en énergie pour l'agence Tourangelle Mon Courtier Énergie. Bienvenue. Bonjour. Tout à fait. Bonjour Élise. Et Fabrice Voiry, vous êtes directeur à la transition énergétique pour Tours Métropole Val-de-Loire. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Élise. Alors, nous traversons aujourd'hui, comme tous les experts s'accordent à le dire, une crise sans précédent. Alors, sur cette question, ce qu'on peut se demander, c'est comment ça se traduit comme on a la chance d'avoir un chef d'entreprise avec nous aujourd'hui, Jessica Descoub, comment ça se traduit dans votre entreprise, cette hausse des coûts? On en est à combien pour la facture? Alors en effet, on ne le sait pas forcément, mais une carrosserie automobile est très énergivore. Et donc en ce qui nous concerne, nous, à Esthétique Auto, on est sur un poste énergétique qui est en train de doubler. Notre poste gaz plus électricité, c'était environ un budget de 40 000 € jusqu'alors. Pour 2023, on est sur des projections à 90 000 €. Et pour certains carrossiers, c'est un poste qui va tripler, voire quadrupler. Jessica Descoub, voilà bien qui illustre une flambée des prix sans précédent. Marc Reynaud-Delage, est-ce que vous pouvez nous expliquer, je me tourne vers vous, ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à de tels niveaux stratosphériques, j'ai envie de dire? Oui, tout à fait. Donc, c'est la combinaison de deux facteurs un peu hors normes et non maîtrisés. Le premier, c'est la production nucléaire française. Les centrales nucléaires font l'objet d'un programme qu'on appelle Grand Carénage, qui vise à rallonger la durée de vie des centrales. Et par ailleurs, ces centrales ont connu, du coup, dans le cadre de ce programme, un arrêt de ce programme qui était lié au Covid, parce qu'il y a énormément d'intervenants qui viennent sur site pour venir réaliser ces arrêts de tranche, qui n'ont pas tous pu avoir lieu dans un premier temps à cause du Covid. Donc le grand carénage a pris du retard. De ce fait, la production nucléaire française a diminué. Et fin 2021, début 2022, l'exploitant EDF s'est rendu compte qu'il y avait en plus des problèmes de corrosion sur certaines centrales, qui a amené, en plus de ce premier manque de production lié au décalage des arrêts de tranche, à une seconde diminution de la production nucléaire, tant et si bien que, si vous voulez, mi-2022, on avait 26-28 réacteurs nucléaires en fonctionnement sur un parc de 56 réacteurs. C'est-à-dire que ça faisait plusieurs décennies qu'on n'avait pas aussi peu produit d'électricité d'origine nucléaire en France. Alors, ce premier phénomène explique une raréfaction de la production et donc du coup une hausse des prix. Il est venu se confronter en 2022 à un événement qu'on connaît tous, la guerre en Ukraine. Alors comment ça percute le marché de l'énergie? Eh bien parce que les Russes sont le premier fournisseur de l'Europe en termes de gaz. Pour à peu près 40% de toute la consommation de gaz en Europe, c'est les Russes qui nous les livrent notamment via gazoduc. Et que, on le sait assez peu, il y a au moins 25% de toute la production d'électricité en Europe qui est produite à partir d'un moyen gaz. C'est des turbines à gaz qui produisent de l'électricité. Et donc, il y a, on l'a lu dans les médias, une forme d'indexation du prix de l'électricité sur le gaz. Ces deux facteurs expliquent cette crise sans précédent qu'on connaît aujourd'hui sur l'énergie, sur l'électricité et le gaz. Et donc vous, si j'ai bien compris, votre métier en tant que courtier en énergie, c'est d'aller faire jouer la concurrence entre les opérateurs pour qu'on puisse obtenir un meilleur prix pour les entreprises, c'est ça? Est-ce que ça marche, j'ai envie de vous demander, et quelle est un peu la marge de réduction qu'on peut espérer si je suis un entrepreneur et que je viens vous voir pour vous demander de jouer sur ces prix? Oui, alors le courtage en énergie, c'est un jeune métier en France. C'est un vieux métier, les brokers énergie dans les pays anglo-saxons ou dans les pays allemands, nos voisins, c'est un vieux métier. Mais en France, à cause du monopole historique d'EDF, on n'avait pas ces métiers-là qui ont émergé il y a 5-7 ans. Oui, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce qu'il y a une quarantaine de fournisseurs d'électricité et de gaz en France. Donc il y a un marché qui est concurrentiel. La plupart des acteurs sont d'ailleurs de grands fournisseurs qui sont aussi des producteurs européens. Iberdrola, Endesa, les Espagnols, les Italiens, Eni, des Allemands, des Suisses. Voilà, donc il y a beaucoup de concurrence. Les gens le savent assez peu, les dirigeants le savent assez peu. On peut faire jouer cette concurrence. Par ailleurs, les acteurs peuvent avoir des stratégies de prix, de sourcing, en électricité et en gaz différentes, de telle manière qu'à un instant T, un carrossier qui va demander un prix de l'électricité pour son futur contrat l'année prochaine peut avoir des prix assez différents. On peut se trouver avec 15, 30, 40% d'écart sur un budget.
Et vous auriez un exemple à nous donner justement d'une entreprise qui aurait pu gagner Écoutez, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait une étude pour un irrigant. Dans la région, on a beaucoup d'agriculteurs qui utilisent des pompes d'irrigation pour arroser, notamment, ils sont céréaliers, ils arrosent des champs. Ces pompes d'irrigation, c'est des grosses puissances. Pour renégocier le contrat d'électricité type tarif jaune de cet irrigant, il avait de son fournisseur une proposition qui amenait un budget d'environ 45 000 €. Je lui ai trouvé une offre à 30 000 €. L'écart de prix est très significatif. Et à partir du moment, merci beaucoup, c'est vraiment très parlant. Si on ne peut plus jouer sur les prix en fait avec son opérateur, la question que peut se poser un dirigeant, c'est quelles autres actions on peut engager pour mieux maîtriser sa consommation en 2023. Et c'est la question vraiment que je souhaite vous poser à vous, Jessica Descoupes, puisque vous êtes dirigeante dans l'entreprise. Est-ce que vous avez pu mettre en place des mesures à l'échelle de votre carrosserie pour réduire cette facture autrement ? Eh bien, effectivement, on en a mis, on y a été obligé, parce que les surcoûts qu'on enregistre, on ne peut pas les impacter en totalité sur la facture. Donc, dès l'entrée de l'automne, collectivement, avec les collaborateurs, on a adopté les éco-gestes que l'on met en place chez soi individuellement, à savoir j'éteins, je décale, je réduis. Ce n'était pas suffisant, donc on a repensé nos organisations, nos process et même la typologie des produits qu'on utilise dans le cadre des remises en état de véhicules. Par exemple, on a diminué les consignes de température de pistolage des cabines de peinture de 2 degrés. On a également fait rentrer dans nos habitudes et dans nos process de réparation des nouveaux produits qui sollicitent moins la partie électrique, par exemple des apprêts, des mastiques qui vont sécher grâce aux UV et non pas grâce aux infrarouges qui nécessitent qu'on alimente en électricité. Et un dernier exemple, c'est qu'on mutualise nos cabines de peinture qui sont notre point très gourmand en énergie. Eh bien, auparavant, on les allumait, un cycle de cabine correspondait à un véhicule. Aujourd'hui, on va avoir plusieurs éléments de plusieurs véhicules qui vont profiter du même cycle de chauffe. Et combien vous arrivez à gagner avec toutes ces mesures? Je ne sais pas si vous avez déjà un retour un peu sur investissement. Il est un peu difficile aujourd'hui de faire de mesurer cela avec précision. Néanmoins, c'est quand même des milliers d'euros, on le sait déjà, qui vont ne pas être perdus, on va dire. Et est-ce que vos équipes se sont adaptées facilement à tous ces changements, j'imagine, autant au terme du process que de l'organisation? La conduite du changement, c'est un vaste débat. Ils ont été plutôt proactifs puisque individuellement, ils vivent la même chose. Ça nous a permis justement, en travaillant avec eux, en repensant ces process et ces organisations, de les voir grandir. C'est-à-dire que ça a été l'opportunité pour moi, en tant que chef d'entreprise, d'amener mes équipes à devenir plus agiles, plus résilientes. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment un atout majeur. Le monde de l'automobile est un monde en mutation. Des changements profonds s'opèrent depuis plusieurs années, comme l'électrification des parcs automobiles, comme la technologie embarquée, qui est de plus en plus présente et de plus en plus pointue. Et parce qu'on fait aussi face à des pénuries de pièces ou bien de main-d'œuvre. Il y a beaucoup de problématiques dans ce secteur qui obligent en fait à aller vers ces mutations et ces changements. C'est ça, et on a des équipes qui sont prêtes, qui nous l'ont montré avec la crise énergétique. Très bonne nouvelle. Alors, on voit bien que cette crise peut inciter à s'emparer du sujet énergie pour s'engager dans la transition écologique, d'autant que de nombreuses solutions existent. Donc, Marc Reynaud-Delage, quel conseil donneriez-vous aux entreprises pour 2023 ? Alors, le premier conseil, c'est de bien acheter. Bien acheter, ça veut dire, est-ce que vous connaissez les marchés de l'énergie? Est-ce que vous connaissez les prix? Est-ce que vous les suivez? Est-ce que vous anticipez la négociation de vos contrats électricité et gaz? Est-ce que vous attendez le dernier moment ou est-ce que vous allez anticiper? Mettez en concurrence vos contrats. Anticipez vos renégociations. Ça, c'est mes premiers conseils. Peut-être tournez-vous vers votre fournisseur, vers d'autres fournisseurs, vers un courtier, vers des gens comme moi. Faites jouer la concurrence. Et le deuxième conseil, évidemment, en 2023, c'est de se renseigner sur les aides. Il existe à minima le bouclier tarifaire pour les gens qui sont sur des compteurs type bleu, amortisseur électricité pour des gens qui sont plutôt sur les compteurs type jaune, sur les puissances un peu plus élevées, des PME, PMI. Et pour les plus grandes entreprises, il y a le dispositif guichet d'aide au paiement des factures. Donc ces trois dispositifs, moi j'incite les dirigeants à se renseigner, à escalader ces sujets pour voir effectivement quelle partie de leur facture peut être prise en charge.
C'est le premier conseil. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que vous parliez justement de vous faire accompagner. Je rappelle que l'État a mis en place des aides dédiées qui sont reliées localement par les chambres consulaires et les collectivités pour transformer ces contraintes en opportunités vers cette transition écologique. Je me tourne tout de suite vers vous, Fabrice Voiry, parce que le temps tourne. Alors, du côté de Tours Métropole, vous accompagnez ces entreprises et les collectivités en mobilisant des solutions de l'ADEME. Je rappelle quand même pour nos téléspectateurs qui est l'Agence de développement de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et vous m'avez parlé d'une aide qui permet de subventionner jusqu'à 45% un projet de chaleur renouvelable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Bien sûr. Nous avons signé il y a quelques années un contrat effectivement avec l'ADEME qui s'appelle un contrat d'objectif territorial pour le développement des énergies renouvelables thermiques. Et c'est un contrat ADEME Région et qui permet effectivement de soutenir l'investissement à hauteur de 45%, mais également ça permet de soutenir les études et l'assistance à maîtrise d'ouvrage à hauteur de 60%. Alors donc ça peut être aussi une aide à la décision à travers des études, des audits et ainsi de suite. Et donc l'objectif de ce contrat est de massifier le développement des énergies renouvelables thermiques. Donc c'est la chaleur bois, la géothermie, la récupération d'énergie fatale, également le raccordement à des réseaux de chaleur. Et donc c'est une aide qui est simplifiée puisqu'elle est déléguée, je dirais, très localement, en fin de compte, par l'ADEME et la région. Et donc c'est nous qui sommes garants de la mise en place de ce contrat d'objectif territorial. Et vous auriez une entreprise qui s'est déjà investie là Alors nous avons effectivement travaillé nous travaillons depuis avec plusieurs entreprises, mais la plus emblématique c'est Thales en fait, où depuis quelques années nous sommes en lien avec eux pour les aider en fin de compte dans une réflexion et notamment là leur étude principale c'est est-ce que je peux récupérer de la chaleur fatale des data centers. En fin de compte on en entend assez fréquemment parler. Oui, ces data centers dégagent beaucoup de chaleur. Comment est-ce que je peux la récupérer et comment je peux la valoriser? Vous m'avez parlé aussi de réseaux de chaleur qui sont déployés par Tours Métropole. Oui, alors ça c'est... Je me demandais juste si Jessica Descoupes, dans votre carrosserie, vous y étiez raccordée, par curiosité? Non. Non? Pas encore. Alors, ça peut peut-être être l'occasion. Alors, en 2 mots, parce que vraiment, le temps passe vite. Voilà, c'est un outil complémentaire, mais qui est indirect, je dirais. C'est le développement de réseaux de chaleur, qui est un outil industriel, avec une chaufferie dans un quartier qui irrigue d'autres quartiers en chaleur, à travers des tuyaux qui sont enterrés sous la voie publique. Et donc, si vous avez une entreprise ou une société qui est assez proche d'un réseau de chaleur, eh bien, il faut vous interroger. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité à vous raccorder? C'est en général de la chaleur renouvelable. En moyenne, nous sommes à peu près à 70% d'énergie renouvelable. Et ça permet non seulement de contenir le prix de la chaleur, puisque la chaleur renouvelable a un prix qui évolue beaucoup moins et qui est moins volatile que le marché du gaz. En plus, on est vert. Et en plus, effectivement, il y a un côté vertueux, puisque ça permet de massifier aussi très rapidement, de décarboner en fin de compte une bonne partie de la chaleur, puisque le dernier réseau qu'on a mis en place sur le Menton évite plus de 19 000 tonnes d'émissions de CO2 à l'année. En quelques mots, c'est facile de se raccorder à ces réseaux? Il faut étudier, il faut se rapprocher du concessionnaire que l'on a mandaté, nous, pour construire, développer et exploiter ce réseau. Mais voilà, s'il y a le moindre doute... C'est qui le concessionnaire? Il y a plusieurs concessionnaires sur la ville. Il faut se tourner vers vous, quoi, c'est ça, et après vous nous dirigez vers le bon concessionnaire. Contactez-nous, on saura vous rediriger vers qui il faut. D'accord, très bien. En tout cas, le message est passé. C'est vrai qu'il y a un grand nombre d'acteurs, c'est une bonne illustration, qui peuvent conseiller les entreprises sur ce sujet de l'énergie. Alors, je me mets un peu à la place d'un dirigeant face à cette usine à gaz, sans mauvais jeu de mots. Est-ce que vous auriez une bonne nouvelle, Fabrice Voiry, en vue de structurer un peu ce nombre d'intervenants sur le sujet? Alors, la métropole, il y a quelque temps, a mis en place un outil qui s'appelle Artemis, qui est une plateforme locale de la rénovation de l'habitat, mais qui sert aussi, en fin de compte, qui avait vocation aussi d'aller chercher d'autres conseils à l'ensemble du public qui pouvait être concerné, notamment les entreprises. Et cette plateforme est en train qui est gérée par des collègues, c'est pas sous ma direction, mais cette plateforme est en train de travailler avec la région et sous l'égide du programme SAR, en fin de compte, à la mise en place d'un outil qui pourrait être porté par la CCI et les CMA, donc les qui pourrait permettre de regrouper, structurer tout ça. Alors juste, je suis désolée, le temps presse, mais en attendant, je vais vous redonner les infos
infos justement essentielles pour aller plus loin. Si vous avez un projet, donc évidemment, n'hésitez pas à contacter Tours Métropole Val-de-Loire au numéro qui va s'afficher. Et pour vous faire accompagner, quel que soit votre besoin sur l'énergie, évidemment, n'hésitez pas à appeler votre chambre consulaire, d'autant que la CCI Touraine a mis en place un numéro vert. C'est le 0805 484 484. Et retrouvez également toutes les aides de l'État qui sont sur le site internet www.economie.gouv.fr. Et bien sûr, surtout, à vous faire accompagner pour aller chercher l'aide qui va être la plus adaptée à votre entreprise. Pour conclure, juste Fabrice Voiry, une dernière date à retenir. On a parlé du 14 mars, c'est l'ADEME Tours qui passe, du coup je voulais vous laisser la parole mais on manque de temps, qui passera sur le territoire de Tours Métropole, plus précisément à la Bobrolle-sur-Choisy. Donc renseignez-vous pour l'ADEME Tours sur notre territoire. Et voilà, également toutes les informations que vous pouvez retrouver en effet sont aussi sur CCI Touraine, sur toutes les aides précises. Voilà, surtout ne restez pas seuls, c'est le plus important. Donc merci à tous pour ces éclairages, pour votre participation. On se retrouve juste après la pub pour le conseil recrutement avec Gilles Roger de Source Recrutement.